Le journal vous est présenté par Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les colonnes de chars russes ne se trouvent plus qu'à une quinzaine de kilomètres de Kiev, mais la capitale ukrainienne continue de résister. Bonjour François Delabarre. Bonjour. Vous avez pu sortir un petit peu de Kiev justement hier, vous étiez précisément à Irpin, c'est la grande banlieue, et là vous y avez rencontré des soldats russes, une séquence assez lunaire. Racontez-nous cette conférence de presse très théâtralisée. Alors hier, l'agence Interfax, une agence de presse, nous a invités à une conférence de presse avec des prisonniers russes. C'est un concept un peu étrange parce que les prisonniers normalement ne sont pas censés être interviewés. Cela dit, cette opération de communication avait son intérêt puisqu'elle nous a permis de voir des prisonniers et de pouvoir raconter leur histoire, puisqu'ils faisaient partie d'un convoi qui est arrivé à Tchernihiv le 25 février, donc le lendemain du début des hostilités, à bord de 2 chars qui sont tombés en panne. Alors le reste du convoi a été totalement détruit, nous a raconté un soldat ukrainien, mais leurs chars étant tombés en panne, ils ont été cernés par les populations civiles et se sont rendus. Donc c'était 5 prisonniers âgés de 18 à 23 ans. Le plus jeune a parlé de sa mère, ça c'est un grand classique. Quand les Ukrainiens arrêtent les soldats russes et qu'ils appellent leur mère, c'est très efficace. Il était très ému. Ils ont beaucoup critiqué évidemment Vladimir Poutine et se sont déresponsabilisés et ont accusé leurs responsables de les avoir envoyés en Ukraine sans les avoir avertis puisqu'ils ne voulaient pas de cette guerre. Merci beaucoup pour votre témoignage, François Delabarre, grand reporter à Paris Match. Voilà, sur le plan diplomatique, plusieurs rendez-vous importants aujourd'hui. Le sommet européen à Versailles pour se pencher sur la défense européenne et la stratégie d'indépendance énergétique. Et on va surveiller également les discussions prévues en Turquie entre les ministres des Affaires étrangères russes et ukrainiens. Hier, le président a déclaré ne plus insister sur une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il s'est dit prêt également à un compromis sur le statut des territoires séparatistes de l'Est. Voilà, par ailleurs, sur le plan économique, les bourses mondiales ont fortement rebondi hier, un rebond essentiellement technique. Oui, le CAC 40 a pris plus de 7% après 4 jours consécutifs de baisse. Wall Street a réalisé sa meilleure séance de l'année, alors que le pétrole, lui, est reparti à la baisse. Le prix du baril de Brent a perdu 13% pour finir à $112. Il n'empêche que pour ceux dont le gazole est un outil de travail, la note continue d'être très salée, à tel point que certains marins-pêcheurs hésitent aujourd'hui à aller en mer. Écoutez ce reportage de Charles Guyard. Ce bruit d'un moteur qui ronronne dans le port risque de se faire de plus en plus rare. En cause, le prix du carburant qui ne cesse de grimper. Sur le Sanoa, un bateau de 10 mètres, faire le plein tourne au désarroi. Combien de litres là vous avez mis? Là, 542 litres. Ça va tenir 2 jours. À 95 centimes le litre, pour l'instant, cela fait donc plus de 500 € dans le réservoir. Du coup, le patron, Sandy Moiseau, passe l'œil rivé sur la jauge. On réduit les gaz, forcément ça consomme moins, quoi. Si ça augmente comme ça cet été, on sera obligé de rester le long du quai. Ça ne deviendra pas valable, quoi. D'autres ont déjà fait ce choix de ne plus sortir. En témoigne la dizaine de bateaux toujours amarrés. Situation anormale pour David Blanconnier, le directeur de la criée locale. À ce temps-là, il n'y a pas de bateaux dans le port. Ils sont tous en mer. Conséquence de cette immobilisation forcée, la criée de Saint-Gilles, qui vit des taxes sur les ventes de poissons, tourne au ralenti. On est passé de 10 tonnes à 2 tonnes de poissons en 2 semaines. S'il n'y a plus de poissons, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de travail. Donc il y a 7-8 personnes à mettre au chômage partiel. Donc il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Sauf que la situation pourrait non seulement durer, mais aussi s'aggraver. Dans les tout prochains jours, le prix du gazole pour bateau devrait ainsi monter à plus d'1,10 €. Certains évoquent même une envolée à 1,50 €. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Charles Guyard, Europe 1. Voilà, vous donniez le cours du pétrole à $112 ce matin, à 131 il y a même pas 24 heures. Oui. Des embardées terribles. Michel-Édouard Leclerc, le patron des magasins du même nom, annonce que le prix du diesel, du gasoil, pourrait perdre 15 centimes d'ici vendredi. Affaire à suivre. Donc, il est 7h05 sur Europe 1. L'autre grand titre de l'actualité ce matin, c'est Emmanuel Macron, le candidat qui veut faire travailler les Français plus longtemps. S'il est réélu, le chef de l'État envisage de repousser l'âge de la retraite à 65 ans. Il s'agirait bien d'un nouvel âge légal fixé actuellement à 62. Jusqu'ici, le chef de l'État tablait plutôt sur 64 ans. Élise Dangean, dans les grandes lignes, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça changerait pour les salariés? Ce qui se dessine dans les rangs d'Emmanuel Macron, c'est un départ à la retraite à 65 ans avec une cadence de 4 mois de cotisation supplémentaire par an pour toutes les générations. Il faudra donc près de 2 quinquennats pour aller au bout de la réforme, un relèvement progressif qui permettrait de rendre la mesure plus acceptable aux yeux des Français. Mais reste à savoir quel sera le nombre d'années de cotisation pour atteindre le taux plein. Avec la réforme Touraine, il a déjà été porté à 43 annuités à compter de la génération née en 1973.
Dans tous les cas, l'idée d'une retraite par points et d'un régime universel semble bel et bien enterrée. L'objectif d'Emmanuel Macron est de faire une réforme simple qui permettra de réaliser des économies rapidement. Les précisions d'Élise Dangean pour Europe 1. L'information est encore un peu fraîche pour savoir ce qu'en pense l'opinion publique, mais côté syndicats et politique, eh bien on a réagi. Oui, à la CFDT, l'âge pivot avait déjà fait grincer des dents. Alors un départ légal à 65 ans, c'est non pour Frédéric Sèvres de la CFDT qui estime que la mesure est injuste pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. La retraite à 65 ans, nous l'avons proposé, Macron ne l'a pas fait, ça c'est ce qu'a taclé Valérie Pécresse. Notre programme prévoit la retraite à 60 ans. On verra dans un mois qui a raison. Voilà pour la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, et qu'en pense Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écologie Les Verts? Je vous rappelle qu'il est à 8h13, l'invité du grand rendez-vous de la présidentielle jusqu'à 9h. Dans le reste de l'actualité, 23 policiers blessés à Bastia dans une manifestation en soutien à Ivan Colonna. Oui, vous entendez cette tension hier en Haute-Corse où les CRS notamment ont été visés par des cocktails Molotov. Et William Molinier, les autorités même redoutent un embrasement. Oui, la situation pourrait devenir explosive très rapidement, nous a confié un haut cadre de la police nationale, surtout si Ivan Colonna, qui est toujours entre la vie et la mort, devait décéder. Voilà pourquoi ces derniers jours, la sécurisation de l'île a été renforcée selon nos informations. 3 compagnies de CRS sont actuellement déployées. Les CRS 36 et 59 sont arrivés par bateau et par avion pour prêter main forte à leurs collègues insulaires de la CRS 50. À Ajaccio et Bastia, les policiers protègent les lieux de pouvoir avec une vigilance accrue sur les 2 préfectures. À cela s'ajoutent 3 escadrons de gendarmerie mobile. Au total, ce sont environ 400 forces de sécurité spécialistes du maintien de l'ordre qui sont positionnées. Par ailleurs, selon nos informations, la protection rapprochée du nouveau préfet de Corse a été musclée. À ce stade, il n'est pas question pour lui de demander de nouveaux renforts supplémentaires. Il ne souhaite pas, dit-il, bunkériser l'île de Beauté, mais plutôt miser sur le dialogue et l'appel au calme. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Allez, on termine avec le Paris Saint-Germain. Il est éliminé de la Ligue des Champions. Battu 3-1 à Santiago Bernabéu par le Real Madrid. Cyril de la Morinerie, on imagine l'ambiance hier soir au stade. Oui, le stade Bernabéu s'est embrasé au coup de sifflet final. En tribune, les fans du club madrilène chantent et agitent leurs écharpes. Sur le terrain, les joueurs à la tunique blanche s'embrassent. Lionel Messi, lui, est déjà parti. Le Real Madrid est une institution, s'enthousiasme Carlos. On est grand, on est le roi de l'Europe, 13 coupes d'Europe, en brillant, en jouant pour le blason du Real Madrid. Et oui, car le héros de la soirée, c'est bien Karim Benzema, auteur d'un triplé, 3 buts en 17 minutes qui ont tout changé. Pour Esteban, le roi d'Espagne et même du monde, c'est lui. Quel grand Karim, c'est le meilleur du monde. Karim Benzema, ballon d'or pas pour Mbappé, pas pour Messi, non, pour Karim Benzema. Benzema est désormais le 3e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Oh les cadets, merci beaucoup. Il va agacer les supporters parisiens, celui-là. Je me demande s'il va pas rentrer à Paris avec Cyril de la Morinerie, celui-là. Il a l'air de bien l'aimer. Merci beaucoup les Naïcs. On vous retrouve